Brian Hooker, un mari américain, affirme avoir survécu à ce que son avocat qualifie d'épreuve éprouvante. Mais que s'est-il réellement passé dans ces derniers instants avant son arrestation? Il est maintenant en détention aux Bahamas après avoir affirmé que sa femme, Lynette Hooker, est mystérieusement tombée à l'eau et a disparu sans laisser de traces. À présent, de nouveaux messages révélaient que Hooker aurait envoyé à un ami pour donner sa version des faits soulèvent un peu de plus en plus de questions sur la disparition de Lynette. S'agissait-il vraiment d'un accident ou de quelque chose de bien plus sinistre? Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Nouvelle journée, de nombreuses mises à jour à traiter dans cette affaire suivie depuis près d'une semaine en provenance des Bahamas. La belle-fille de Brian Hooker a déclaré publiquement que le mariage de sa mère et de son beau-père n'était pas aussi parfait qu'il le montrait sur les réseaux sociaux. Et je viens d'obtenir des documents détaillant une arrestation pour violence conjugale qui a eu lieu il y a environ 10 ans et qui impliquait Lynette et Brian Hooker. Je vais donc expliquer ce qui a conduit à l'arrestation de Lynette dans cette affaire et ce que cela pourrait signifier aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas été vue depuis samedi soir. Mais avant d'en arriver à cette partie de l'histoire, je veux vous mettre au courant de ce que l'avocat de Brian nous a dit. Elle vient justement de m'envoyer un message alors que nous commençons cet enregistrement, disant que Brian est sur le point de passer un entretien officiel avec la police, qui était prévu pour vendredi matin à 10h30. C'est un entretien auquel son avocate dit qu'elle va assister. Donc, nous attendrons des nouvelles à ce sujet. Elle nous a également envoyé dans la nuit une mise à jour sur ce que son client lui a dit lorsqu'elle lui a parlé dans un commissariat de Freeport, aux Bahamas. Et il raconte toute une histoire qui s'est déroulée avant son arrestation. Voici une déclaration selon son avocate, Terrell Butler. Elle a partagé avec nous ce que Brian a qualifié de récit éprouvant de ce qui s'est passé juste avant cette arrestation, qui a eu lieu mercredi soir. Citation: Brian a partagé un récit éprouvant d'un incident qui s'est produit la nuit de son arrestation. Dans des conditions de forte pluie et de vent violent, il a été emmené en bateau jusqu'à son propre bateau, le Soulmate, pour une fouille policière. Malgré les conditions de mer agitées et dangereuses, il est resté menotté alors qu'il tentait de se déplacer latéralement sur le sol mouillé et instable du bateau pour garder son équilibre, avec un paquet de vêtements dans ses mains entravées. Il a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau. Il a été submergé dans l'eau froide et a avalé une quantité importante d'eau de mer avant que son gilet de sauvetage ne le ramène à la surface. Il a dû être repêché par la police. À la suite de cette chute, Brian s'est blessé au genou, ce qui le fait boiter, et il présente également une abrasion visible. Butler a précédemment déclaré que la police avait peut-être piégé Brian pour qu'il vienne à un interrogatoire. Elle a dit que Brian allait sortir mercredi pour une mission de recherche et de sauvetage pour Lynette. Mais la police lui a demandé de venir parler. Et elle affirme qu'on a dit à Brian qu'il n'aurait pas besoin d'avocat pour cette conversation et qu'il n'était pas suspect. Elle dit aussi que la police lui a parlé pendant plus de 3 heures. À la fin de l'entretien, ils l'ont arrêté. Nous attendons maintenant de savoir si Brian sera inculpé dans cette affaire. Butler dit qu'aux Bahamas, une personne peut être détenue pendant 48 heures sans être inculpée et que cela peut être prolongé jusqu'à 96 heures tant qu'il y a un entretien officiel avec la police où il pourrait avoir un avocat présent. Et nous venons d'apprendre que cet entretien pourrait avoir lieu pendant que nous enregistrons cet épisode de On the Case. Maintenant, Butler a également déclaré, je cite, Brian semble complètement bouleversé et profondément angoissé. Sa principale préoccupation et source de frustration intense est son incapacité à continuer de chercher celle qui est sa femme depuis 25 ans, le traumatisme de sa disparition associé à sa détention actuelle en tant que suspect l'a laissé dans un état extrêmement fragile. Pour moi, deux grandes questions se posent à ce stade, qui vous semblent sûrement évidentes. D'abord, qu'est-il arrivé à Lynette? Mais alors, comment peut-on prouver que ce que Brian a dit est la vérité ou s'il se passe quelque chose de plus ici? Voici des messages privés que Brian a envoyés à un ami sur Facebook après la disparition de Lynette. Cet ami nous les a partagés. Il a donc contacté Brian lundi après avoir vu l'affaire aux informations. Et Brian a répondu, je cite, oui frère, j'en ai bien peur. Il est tombé du canot dans une mer agitée en retournant vers le voilier. Le vent m'a éloigné d'elle et elle a nagé vers le voilier.
Nous nous sommes rapidement perdus de vue car le soleil était sur le point de se coucher. J'ai dérivé et essayé de pagayer avec une seule rame pendant les 7 heures d'an suivantes, jusqu'à ce que j'échoue derrière la côte de l'île voisine et que je puisse obtenir de l'aide. Nous cherchons toujours. Beaucoup de choses se passent. Merci de prendre de nos nouvelles. Se retrouver aux informations est un lourd fardeau. Et je viens tout juste de recevoir mon tout premier appel d'une organisation de presse, il y a quelques minutes. Il poursuit en disant, je cite, notre famille vit un enfer en ce moment. Les équipes de recherche et de sauvetage viennent d'appeler et ont dit qu'elles avaient fouillé plusieurs zones aujourd'hui, sans succès. Ils vont repartir demain, mais une tempête arrive mercredi. Puis mardi matin, Brian a répondu au message de son ami en disant, je cite, merci de nous avoir contactés et de nous soutenir. J'ai ramené le bateau à Marsh Harbor hier, après que les pompiers m'ont ramené à mon canot pneumatique. Je suis sur une bouée de mouillage, à un endroit appelé le Conch Inn. Je reste sur le bateau. Ma sœur et mon beau-frère arrivent en avion ce matin pour rester quelques jours et je passerai sans doute 1 ou 2 nuits avec eux pendant le mauvais temps. Mais ensuite, je prévois de retourner sur le site et de continuer les recherches. J'aurai très probablement besoin d'aide à l'avenir, mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit. J'essaie de garder la foi. Les équipes de recherche et de sauvetage interviennent aujourd'hui avant l'arrivée de gros vents demain. Maintenant, il semble que l'histoire que Brian raconte à son ami dans ses messages correspond à ce que Brian aurait déclaré aux autorités aux Bahamas. Que samedi soir, lui et Lynette, ils étaient sur leur canot pneumatique et quittaient un restaurant à Abaco et ils retournaient à leur bateau sur ce canot pneumatique de 2,40 m. Son fond est rigide, il a un moteur hors-bord à l'arrière et peu de place pour 2 personnes. En général, on s'assoit sur le côté. Sur les photos de Brian et Lynette sur le canot pneumatique, c'est à peu près là qu'ils sont assis. Et les conditions n'étaient pas idéales pour sortir sur un petit bateau. Il y avait des vents entre 18 et 20 nœuds, ce qui correspond à environ 22 à 25 miles par heure. Maintenant, Brian dit que Lynette était celle qui s'occupait du moteur et qu'elle avait les clés avec elle. Et donc, lorsqu'elle serait tombée par-dessus bord, les clés sont tombées avec elle. Et Brian a donc dû trouver comment regagner la terre ferme et se mettre en sécurité. Il a dit que les courants et les vents, comme vous l'avez lu dans ses messages, ont en quelque sorte éloigné Lynette et lui l'un de l'autre, rendant difficile de tenter de la secourir à ce moment-là. J'ai trouvé cela intéressant. Il a cependant dit qu'elle nageait dans la direction du bateau. C'est la première fois que nous avons entendu cela. Brian a ensuite dit qu'il avait dû pagayer pendant des heures pour atteindre Marsh Harbor, aux Bahamas, où il a accosté dans une marina et a pu contacter quelqu'un pour obtenir de l'aide. Maintenant, la société de presse a publié cette carte ici, et vous pouvez voir Hopetown. C'est là qu'ils sont partis à bord de ce canot pneumatique. Ils essayaient d'aller jusqu'à Elboki. Et à un moment donné, c'est là que Lynette serait tombée du bateau. Est-ce qu'il a dit quelque chose à propos de ce moment-là, comme ce qu'il a fait pour essayer de retrouver ta mère? Il a dit qu'elle s'éloignait en flottant, alors il lui a lancé une bouée de sauvetage, puis il a commencé à nager ou à pagayer vers le rivage. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas jeté l'ancre et la cherché. La première chose que j'aurais faite, c'est d'aller vers elle, pas de m'éloigner d'elle. Ceci fait partie de notre interview que nous avons réalisée avec la belle-fille de Hooker, Carly Aylesworth. Elle a 28 ans, elle vit dans le Michigan et elle s'est beaucoup exprimée publiquement. Elle dit qu'elle a des inquiétudes concernant la disparition de sa mère, que ce n'était pas un accident, contrairement à ce qu'a affirmé Brian. L'avocat de Brian a déclaré qu'il nie toute faute dans cette affaire et il nie également les allégations que Carly a faites lors d'interviews à son sujet et sur son mariage. Comment a-t-il dit que cela s'était passé? Il m'a appelé. Il était environ 20h30 le dimanche soir et il m'a dit: Hé, ta mère a disparu. C'est arrivé tard la nuit dernière. Ah, nous viendrons bientôt, j'espère donc te voir. J'ai juste répondu: D'accord. Je n'ai pas dit grand-chose parce que je me suis dit: Quoi? Et puis il a dit: Oh oui, désolé, je vais la chercher d'ici là. Il a raccroché rapidement, donc je ne sais pas, c'était un peu louche. Donc, c'était comme s'il allait revenir aux États-Unis et juste dire: «Et voilà ce qui s'est passé». Mais bon, peu importe, retrouvons-nous quand je viendrai te voir. J'étais là, quoi. Je ne sais pas, ça ne me semblait pas normal du tout. Il lui a fallu tellement de temps pour même me dire qu'elle était partie. Donc, et je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé sur son bateau pour appeler à la radio les autres voiliers. Et avez-vous vu ma femme? Elle a disparu car je sais que les plaisanciers iraient sûrement aider aux recherches.
Non seulement Carly a dit qu'elle se méfiait de l'histoire de Brian sur ce qui est arrivé à sa mère, mais elle a aussi affirmé que les Hookers n'étaient pas un couple aussi parfait que leurs réseaux sociaux pouvaient le laisser croire. Maintenant, le couple vivait ensemble sur le bateau depuis environ la période de la pandémie, nous a dit Carly. Ils ont acheté ce voilier, justement nommé Soulmate, il y a environ 3 ans au Texas, et depuis, ils vivent à bord, ils voyagent vers des destinations comme les Bahamas. Et sur leurs réseaux sociaux, ils disent avoir laissé les conneries derrière eux et vivre leur meilleure vie. Mais Carly affirme que le couple a des antécédents de violence crolise conjugale. Elle affirme qu'il y a 2 ans, Brian aurait menacé d'étrangler sa mère et de la jeter par-dessus bord. Maintenant, il n'y a aucune documentation judiciaire de cette affaire. Et encore une fois, l'avocat de Brian dit qu'il nie ce genre d'allégations. Mais nous avons ce rapport de police qui documente un différend domestique impliquant les Hookers, qui a eu lieu en 2015 lorsqu'ils vivaient dans le Michigan. La police de Kentwood, dans le Michigan, écrit qu'elle a été appelée au domicile des Hookers juste après 1 heure du matin, le 1er février 2015 au fait. Et ils disent que Brian Hooker a affirmé avoir été agressé par Lynette. Il l'a accusé de l'avoir frappé au visage à plusieurs reprises. Et la police écrit que Brian était en état d'ivresse et qu'il saignait du nez. Brian leur a dit que Lynette était ivre et qu'elle essayait d'entrer dans une chambre à l'étage où elle pensait qu'un homme nommé Jacob Hooker, que nous pensons être le fils de Brian, était en train de, je cite, batifoler et avait verrouillé la porte. Brian a dit qu'il est monté à l'étage pour calmer Lynette. Et c'est à ce moment-là que Lynette l'a frappé 4 à 5 fois au visage, a-t-il affirmé. La police a écrit, je cite, qu'il n'avait pas été frappé comme ça depuis longtemps. Il a commencé à pleurer et est devenu ému. Fin de citation. Maintenant, la version de Lynette était très différente. La police dit qu'elle était fortement alcoolisée. Elle a affirmé que Brian l'avait frappé au front. Elle l'a aussi accusé de l'avoir étranglé et de lui avoir donné un coup de poing. La police a indiqué que Brian avait des blessures visibles, dont un nez ensanglanté et enflé. La police a indiqué que Lynette ne présentait aucune blessure visible, mais elle a été arrêtée et conduite à la prison du comté de Kent, où elle a été placée en détention pour une accusation de violence domestique. Les charges ont cependant été abandonnées par la suite, car les autorités ont déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de prouver qui avait commencé l'agression. Cette affaire s'est évidemment produite il y a longtemps, il y a environ une dizaine d'années, mais elle vous donne un aperçu de ce qui aurait pu être un mariage avec certains traits toxiques. Carly nous a dit qu'avant la disparition de sa mère, celle-ci lui avait laissé un message vocal où elle semblait ivre. Elle nous a également fait écouter ce message vocal que son beau-père lui a laissé après la disparition de sa mère, mais avant son arrestation. Écoutez. Bonjour Annie. Je viens de recevoir un appel de l'équipe de recherche et de sauvetage de Hopetown et ils ont retrouvé un dispositif de flottaison que j'avais lancé à maman quand elle est tombée par-dessus bord. Et donc, ils ne l'ont pas encore retrouvé, mais ils peuvent maintenant concentrer tous leurs efforts dans une zone plus restreinte et ils sont toujours en train de chercher aujourd'hui. Je voulais donc simplement vous tenir au courant et vous informer. Je t'aime. Je te reparlerai plus tard. Carly a déclaré que les gardes-côtes américains l'ont interrogée dans le cadre d'une enquête criminelle sur cette affaire. L'avocate de Brian dit qu'elle a exigé un examen médical complet pour Brian après qu'il serait tombé à l'eau avec la police, se blessant au genou, ce qui lui a laissé une boiterie et une éraflure, selon elle. Nous avons contacté la police royale des Bahamas pour obtenir un commentaire, mais nous n'avons pas eu de réponse. Brian Hooker nie avoir un lien avec la disparition de sa femme et rejette aussi les propos de sa belle-fille lors des interviews. Nous sommes rejoints maintenant pour parler davantage de cette affaire par Mauricio Padilla. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. C'est vraiment une affaire fascinante. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu. Je sais que les lois aux Bahamas peuvent différer de celles des États-Unis. Mais je pense simplement à, vous savez, clairement une accusation de meurtre. Et on n'en est pas encore là. Au moment où nous enregistrons ceci, il n'a encore été accusé de rien. Mais c'est comme, comment pouvez-vous le prouver? Je pense que toute la question, c'est comment prouver qu'il s'agit d'autre chose que ce qu'il affirme s'être passé. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être dans votre émission. Ce sera l'ensemble des circonstances. Par exemple, avait-il une assurance vie à son nom? Avait-il des problèmes? Y a-t-il des messages textes échangés, vous savez, des disputes? Existe-t-il des emails prouvant sa liaison? C'est ce genre de preuve qui peut aider à constituer un dossier de meurtre dans ce type d'affaires. Si c'est une situation où rien de tout cela n'existe,
et que lui, disons par exemple, et je ne sais pas ce qui s'est passé ici, je parle juste hypothétiquement, a simplement décidé de la tuer et de la pousser du bateau, alors il sera extrêmement difficile de le prouver. S'il ne fait pas de déclaration, c'est qu'il a déjà pris un avocat. Je pense que les Bahamiens demanderaient un test au détecteur de mensonges. Je conseille à mes clients de ne pas le faire, car d'après mon expérience, cela ne peut que leur nuire. Mais Dieu merci, je n'ai jamais eu à vivre une tragédie comme celle-ci dans ma propre vie. Parfois, je pense que si cela m'arrivait, je ne suivrais pas mon conseil et voudrais passer un test au détecteur de mensonges pour clarifier des points. Même si ça peut paraître un peu fou de dire ça, vous savez, si votre femme meurt, certaines personnes voudraient immédiatement passer un test au détecteur de mensonges pour se disculper. Aussi, le bateau, je veux dire le vrai bateau, ils étaient sur un canot pneumatique, mais ils vivaient sur un plus grand bateau. L'examen médico-légal de ce bateau, parce que vous savez, s'il l'a tué, il y a de fortes chances qu'il l'ait fait sur le bateau. Donc, inspection Lumina. Vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a son corps? Y a-t-il des blessures sur son corps, ses jointures? Y a-t-il eu une bagarre, des égratignures? C'est juste que, je veux dire, en regardant ce canot pneumatique et en voyant qu'il y avait des personnes qui avaient beaucoup d'expérience sur l'eau, je ne comprends pas, à part une situation d'urgence, comment on pourrait se trouver sur ce bateau dans ce genre de conditions. C'est quelque chose d'important, quelque chose de vraiment important qu'il va devoir expliquer. Oui, parce que c'était lui. Je sais que c'est 18 à 20 nœuds en termes nautiques, mais je veux dire, on parle de vent à environ 40 km/h. Ça, c'est sûr que c'est une rafale. Tu sais, et ça a été signalé. Je veux dire, je sais qu'ils ont eu un incident conjugal. En 2015, aucune charge n'a été retenue. La belle-fille a clairement dit publiquement que ce mariage n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air sur les réseaux sociaux. Mais la question reste, d'accord, ils sont sur le canot. Comment s'est-elle retrouvée à l'eau? Mais au final, est-ce que le passé compte vraiment? Ils pourraient être les personnes les plus toxiques du monde. Certains vivent des mariages toxiques, sans que cela mène à un meurtre. Mais dans quelle mesure cela entre-t-il vraiment en jeu dans une enquête criminelle comme celle-ci, où ils ont connu de très bons moments, mais aussi de très mauvais, selon les membres de la famille? D'accord, cela fait bien partie de l'enquête, mais un procès, c'est différent. Mais lors d'une enquête, on peut tout examiner et ils vont effectivement s'intéresser à leur passé. Ils vont tout passer en revue. Le problème, c'est qu'ils vivaient sur un bateau, donc ils n'avaient sans doute pas besoin de s'envoyer de messages. Je vis littéralement avec toi dans un espace clos tout ce temps, ce que certains pourraient même considérer comme une preuve d'une situation sous pression. Tu sais, si tu ne t'entends pas bien et que tu es dans l'espace confiné d'un bateau comme ça peut, tu sais, les tensions peuvent monter au point qu'il y ait de la violence. Il va vraiment devoir expliquer pourquoi ils étaient sur ce canot, tu sais, parce que ce n'est même pas quelque chose de possible. Tu parles de vent à 40 km à l'heure, mec. C'est comme, tu sais, il faudrait vraiment que le bateau soit en train de couler pour que tu te mettes dans un canot comme ça, dans ce genre de conditions. Donc ça, c'est vraiment un gros signal d'alerte là. Pourrait-il avoir des ennuis? Disons simplement, et il y a tellement d'hypothèses en ce stade, mais c'est comme si c'était lui qui leur demandait d'aller sur le canot, s'il était celui qui disait il faut qu'on retourne au bateau. Et puis si cela finit par devenir une situation où il y a, tu sais, un accident qui se produit et qu'elle tombe quand même à l'eau, est-ce qu'il pourrait quand même être poursuivi? Je veux dire, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir quelque chose comme si tu prends des mesures qui, tu sais, ignorent complètement la sécurité et qu'elles sont téméraires. Et tu commets une erreur flagrante et tu mets sa vie en danger. Il pourrait y avoir une accusation d'homicide involontaire. Je ne sais pas si dans la loi bahaméenne, il existe des lois similaires, mais si tu prends en compte, si tu ne prends pas la sécurité en considération et tu prends des mesures qui sont extrêmement, c'est négligentes et imprudentes et des choses de ce genre, il pourrait y avoir des poursuites pénales comme si tu conduisais une voiture, participais à des courses illégales et que quelqu'un mourait ou des choses similaires. Donc il pourrait y avoir. Tu sais, Ofte, je pense que pour lui, et c'est comme je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation, je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Donc c'est toujours difficile de juger les gens après coup sur ce qui s'est passé.
Mais tu vois, la déclaration qu'il a publiée était vraiment, on aurait dit qu'un avocat l'avait écrite. Je ne sais pas si un avocat l'a fait, mais c'était vraiment très professionnel dans la rédaction. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé devant la caméra en disant «Aidez-moi à retrouver ma femme». Quelqu'un de CBS News est venu lui parler sur l'île, mais il n'a rien voulu dire. Je ne pense pas qu'il ait déjà vécu une telle expérience médiatique. Comment conseilleriez-vous à un client d'agir dans une telle situation avant l'arrestation, alors qu'elle était seulement portée disparue? Tu sais quoi? À ce moment-là, je dirais simplement que je lui conseillerais, tu sais, de laisser son avocat gérer les médias à ce stade, parce que honnêtement, il n'y a rien qui va pouvoir dire ça ne va pas, tu sais, étancher la soif de justice du public. Les gens vont penser qu'il y a eu un acte criminel. Point final. Il n'y a rien qu'il puisse dire aux médias qui va satisfaire les gens. Donc, dans ce cas, je dirais simplement, ne dis rien parce qu'en réalité, il n'y a vraiment rien qu'il puisse dire. Le fait qu'il était sur ce canot pneumatique, le fait qu'il y avait des vents de 40 km à l'heure, tu ne vas pas pouvoir surmonter ça. Donc, quand tu te mets devant la caméra pour essayer de justifier l'injustifiable, tu te mets toi-même en position de faiblesse. Donc, je lui conseillerais de ne même pas parler parce que, tu sais, l'opinion publique s'est déjà retournée contre toi. Donc, tout ce que tu pourrais dire sera probablement utilisé contre toi. Et puis là, quand tu entends son histoire et la façon dont il la raconte, genre, et on était dans des eaux agitées, le vent l'a emporté. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette histoire? Il y aura toujours des gens pour spéculer, par exemple, qu'un mari dit que sa femme est tombée à l'eau. Et puis, ah, tu sais, bah, surtout dans le monde du true crime, les gens commencent tout de suite à penser à un acte criminel. Mais qu'est-ce qui te marque dans son histoire à ce stade? Je veux dire, c'était clairement suffisant pour que les forces de l'ordre le retiennent, l'arrêtent, selon leurs propres termes. Qu'est-ce qui t'interpelle dans le récit de Brian Hooker? Je veux dire, d'abord, sans, en plus de la raison pour laquelle tu étais même sur le canot, oui, tu lui as lancé un dispositif de flottaison. Et ensuite, je veux dire, certaines personnes diraient, je préférerais flotter dans l'eau avec ma femme plutôt que d'être sur le canot. Certaines personnes, tu vois ce que je veux dire, je coule avec elle. Donc, à un moment donné, tu l'as abandonné et tu l'as laissé, n'est-ce pas? Donc, tu lui as lancé un canot, le bateau, tu te sépares d'elle, tu essaies de la rejoindre. Certaines personnes diraient, tu sais, que tu l'as laissé là. Donc, et écoute, je n'ai jamais, Dieu merci, je n'ai jamais été mis dans cette situation et c'est très difficile même d'avoir un avis, mais au bout du compte, tu l'as laissé là. Que ta vie soit en danger ou non, certains auraient dit, je mourrai en essayant de la sauver comme il l'a fait. En tant qu'avocat de la défense pénale, si tu fais face à une affaire où les preuves reposent surtout sur un faisceau d'indices, tu sais, et si ça prend cette direction, où tu sais, il a sa vérité, ses paroles, à savoir que c'était un accident, elle est tombée à l'eau, elle avait les clés, tu sais, c'est elle qui conduisait, j'ai dû pagayer jusqu'à la rive. Mais ensuite, tu as tout ce passé. Tu as des membres de la famille qui l'accusent en tas de choses vraiment graves. Tu sais, des proches disent qu'il buvait beaucoup et que les choses tournaient mal quand ils étaient ivres. Un avocat de la défense pénale est-il à l'aise avec ce genre de situation? Ou en réalité, la seule personne qui sait ce qui s'est passé sur ce canot à ce stade, c'est Brian Hooker. Ce n'est pas le type d'affaire qui met à l'aise un avocat de la défense pénale, surtout à cause de l'image renvoyée. L'une des questions, c'est, elle avait les clés du canot sur elle, non? C'est ce qu'il dit, les clés du canot? Oui. Donc, mais les clés du canot ne seraient-elles pas nécessaires pour faire fonctionner le canot? Alors, à quel moment es-tu sur ce tout petit canot? Parce que c'est un tout petit bateau, non? Enfin, c'est un tout petit canot. Donc, tu es sur ce tout petit bateau. À quel moment les clés sont-elles dans sa poche et non dans le bateau? D'après ce que je comprends des bateaux, c'est comme une voiture, la clé devrait être dans le contact. Alors comment se fait-il qu'elle ait fini avec la clé sur elle et qu'elle soit tombée par-dessus bord? Donc, et je sais qu'il y a eu un long délai entre le moment où elle est tombée par-dessus bord et celui où lui, je suppose, a ramé jusqu'à la rive. Donc, je ne comprends pas comment il se fait que les clés ne soient pas dans le bateau, mais sur elle quand elle tombe à l'eau. Il doit expliquer cela aux forces de l'ordre et à moi. C'est l'une des principales questions auxquelles je veux une réponse. Oui, je pensais pareil. Peut-être comme un jet ski avec un coupe-circuit. Si tu tombes, le moteur s'arrête. Mais ça me semble étrange sur un canot pneumatique. Je ne sais pas quelle force il faudrait pour l'arracher, mais il y a beaucoup de questions. Il a été interrogé 3 heures et demie par la police et accorde d'autres entretiens aujourd'hui. On verra si des charges seront finalement retenues dans cette affaire. Mauricio Padilla,
avocat de la défense pénale. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. C'est une affaire fascinante. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.